bienvenue et merci pour votre présence à cette nouvelle édition du Palmarès des mobilités, notre 32e édition. Et avant comme d'habitude, nous allons faire une table ronde et puis ensuite nous aurons quelques paroles d'experts et puis bien sûr la remise des prix. Mais avant, je vais demander à Jean-Marc Zulesi. Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, président d'une commission très importante pour le secteur des transports et pour la mobilité, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Donc c'est Jean-Marc Zulesi qui nous fait le plaisir et l'honneur d'ouvrir notre 32e édition du Palmarès des mobilités. Mais on va le faire à la bonne franquette comme ça, c'est très bien. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir ce 32e palmarès des mobilités. Saluer toute l'équipe de VRT, mais aussi vous saluer, vous, élus, personnalités engagées dans les sujets de mobilité. Ça me tenait à cœur d'être avec vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je commence un peu à être connu pour mes sujets au niveau national sur la mobilité. Ça me tient à cœur de les porter à la fois au niveau local, mais surtout au niveau national, notamment à travers mon engagement sur la loi d'orientation des mobilités, la loi climat résilience, et puis dernièrement une proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Tout ça est très bien, mais on ne peut rien faire sans vous, les autorités organisatrices des mobilités, parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous êtes les mains dans le cambouis, comme on dit, et vous êtes en capacité à la fois d'innover, de mettre en application les textes souhaités par le législateur, et surtout vous êtes dans cette démarche de faire avancer ces sujets de transition écologique, ces sujets de mobilité, et il me semble que ces 32e palmarès des mobilités met en avant des collectivités qui s'engagent, qui n'attendent pas forcément la volonté du législateur, la volonté du national pour porter des propositions, pour très concrètement répondre à des enjeux à la fois d'innovation, des sujets de multi-mobilité, des sujets liés à la sécurité aussi. Je suis assez fier de voir, après avoir un peu inauguré le sujet il y a quelques jours sur mon territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, que dans le palmarès, il y a aussi des sujets de sécurité qui sont traités. Bref, sur tous ces sujets, sur tous les pans de la mobilité, eh bien, les autorités organisatrices de la mobilité sont sur le devant de la scène pour travailler, pour innover. Alors, le travail du législateur, certes, il est de pouvoir faire la loi, mais il est surtout, et c'est la raison pour laquelle je suis très honoré d'être là, mais il est surtout d'être à vos côtés pour continuer cette démarche. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai souhaité être à vos côtés pour porter ces 32e palmarès des mobilités. Permettez-moi aussi de saluer les partenaires. On a SNCF Connect et Tech, on a Transdev, Keolis, Banque des Territoires, Portal et Kizio. Ces partenaires aussi qui ont un rôle essentiel dans ce palmarès. Le travail continue parce que vous êtes sur le terrain. Nos concitoyens demandent toujours des nouvelles solutions, ils demandent toujours à pouvoir avancer sur ces sujets de mobilité et comptez sur moi pour vous accompagner partout sur le territoire. Un grand merci à vous et puis vive VRT. Merci pour tout le travail qui est à mener, de sorte à ce que dans tous les territoires, nous puissions nous saisir de ces sujets de transition écologique et de mobilité. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Marc Zulesi. Et si vous voulez rester et intervenir d'ailleurs au cours de cette table ronde que nous allons maintenant lancer, et j'appelle, et on va traiter évidemment de sujets liés à la transition énergétique, et donc j'appelle à me rejoindre sur scène Tom Dubois. Je vous présenterai, une fois que tous les intervenants seront sur scène, je vous présenterai chacun d'entre eux. Jean-Michel Latte, Bastien Soyer, Laurent Sénéca et Arnaud Coiffard. Donc, vous vous installez. Si vous voulez. Voilà, très bien. À ma droite. Très bien. Bonjour.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter nos invités. Donc, Tom Dubois, qui est porte-parole du Forum Vie Mobile, un think tank, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Jean-Michel Latte, qui est vice-président de Toulouse Métropole. Bastien Soyer, qui est directeur RSE chez Transdev. Laurent Sénéca, qui est directeur général Keolis Besançon Mobilité. Et enfin Arnaud Coiffard, directeur de la stratégie et de l'innovation à SNCF Connect and Tech. Quelques mots pour présenter cette table ronde. Elle est intitulée comme une forme d'interrogation vers un nouveau contrat social des mobilités. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, impossible d'envisager les mobilités sans s'interroger sur la façon dont elles doivent être organisées pour prendre en compte le changement climatique et donc se demander quelles seront les nouvelles formes de mobilité demain. Est-ce qu'on devra changer nos comportements, voire peut-être réduire nos déplacements? C'est une question. Les collectivités locales mettent en place différents types de politiques. Elles mettent en place parfois aussi des politiques un peu contraignantes. Il faut voir comment les opérateurs de transport s'y adaptent et aussi ce que font et comment si les usagers les acceptent. Donc, quid de l'acceptabilité sociale. Donc, pour parler avec nous de toutes ces questions, nous avons un panel d'experts. Je prends les devants parce qu'il y aura aussi une session de questions-réponses et on me dira peut-être que aujourd'hui, nos experts sont tous des hommes, donc un panel exclusivement masculin. Alors, oui, c'est vrai, mais sachez, on peut se dire que ce sont les bons interlocuteurs pour parler aujourd'hui avec nous de ces thèmes, que le monde des transports est encore un monde plutôt masculin, même si ça change, puisque plusieurs d'entre vous, messieurs, ont des patronnes à la tête de leur entreprise. Et puis, je vous invite, la semaine prochaine, on aura un plateau exclusivement féminin dans le cadre d'un club VRT. On recevra Alix Lecadre, qui est directrice du ferroviaire et des métiers ferroviaires chez Transdev, et puis Solène Garcin-Berson, qui est la nouvelle déléguée générale de l'AFRA, association qui représente les autres transporteurs, les transporteurs alternatifs à la SNCF. Voilà quelques mots d'introduction et donc, vous l'avez compris, vous aurez bien sûr le micro qui passera parmi vous tout à l'heure et vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. Je vais commencer par me tourner vers vous, Tom Dubois, donc porte-parole du Forum Vie Mobile. Puisque vous faites partie d'une sorte de think tank qui réalise beaucoup d'études sur la mobilité notamment, mais pas que. Quelles sont les tendances que vous constatez aujourd'hui et comment on les prendra en compte? Alors, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, le Forum Vie Mobile, quand même, en 2 mots pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un institut de recherche qui a été créé par la SNCF et qui a pour objectif de mener des recherches sur la place des déplacements dans les modes de vie. Donc, notre entrée, c'est pas tant les modes de déplacement, le train, le vélo, la voiture, mais vraiment comment est-ce que les gens organisent leur vie sur le territoire en fonction de leurs déplacements. Et quand vous nous avez invités pour parler d'un nouveau contrat social de la mobilité, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, puisqu'en fait la question sous-entendait qu'il y avait déjà un contrat social de la mobilité, mais qui n'est pas forcément explicite. Donc qu'est-ce que c'est ce contrat social de la mobilité? Il me semble que c'est le fait que depuis un siècle, on peut aller toujours plus vite, toujours plus loin et pour toujours moins cher, et que cette donne qui a transformé nos vies aujourd'hui, qui était une révolution des transports, fait qu'on a fait de la mobilité une variable d'ajustement de plein d'autres secteurs de nos vies, l'aménagement du territoire bien sûr, mais aussi le travail, le loisir, les achats, etc., et qu'on a dispersé sur le territoire. Et à partir du moment où on pouvait se déplacer facilement, on a considéré qu'il était normal de pouvoir faire des distances longues, de passer du temps à se déplacer. Mais aujourd'hui, on constate que certaines personnes sont fatiguées de faire beaucoup de déplacements pour se rendre sur leur lieu de travail, qui peuvent être fatiguées d'avoir des activités, de pratiquer leurs loisirs quelque part, de dormir ailleurs, de faire leurs courses encore ailleurs, voilà, des modes de vie trop dispersés. Donc, on pourrait dire que le contrat social tel qu'il a été implicitement mis en place doit être mis en question.
Et quels sont les grands enjeux qu'il faudrait relever? D'abord, il y a un mur de décarbonation qui est devant nous, et donc ça, je pense que ici tout le monde en est conscient. Donc, les transports, 30% des émissions de CO2, la voiture, c'est 16% des émissions de CO2 en France. Les émissions ne diminuent pas, les kilomètres parcourus continuent d'augmenter. On faisait 6 km par jour en moyenne il y a un siècle, on en fait 60 aujourd'hui, donc 10 fois plus. L'équipement des ménages en voiture continue d'augmenter. Il y avait une voiture pour 25 habitants en 1950, il y a une voiture pour 2 habitants aujourd'hui. Ça, c'est lié à quoi? À une dépendance à la voiture. Donc, on a aménagé le territoire en fonction de la voiture. La voiture représente 80% des kilomètres parcourus aujourd'hui au quotidien. Il y a des territoires qui sont totalement sans alternative aujourd'hui. Et on a mis en place un véritable système automobile avec l'aménagement du territoire, je le disais, tout un système d'infrastructures extrêmement dense, complet, et puis aussi une industrie qui est organisée autour de ça. Il y a aussi des enjeux de santé qu'il faut prendre en compte et qui sont de plus en plus sur le devant de la scène. Donc, un enjeu de sédentarité très fort. À partir du moment où on a pu se dépasser plus vite, on a délégué notre mouvement physique à une machine. Et à partir de ce moment-là, on a été moins mobile, moins actif physiquement, ce qui est lié au fait qu'il y a eu le même mouvement d'une certaine manière dans le travail, où on est de plus en plus sédentaire. Aujourd'hui, il y a un problème de santé publique très important lié à la sédentarité. Par ailleurs, il y a des problèmes de pollution qui, quand on ajoute les transports à l'industrie, nous mènent à une situation où on a 40 000 morts chaque année en France, l'équivalent de la population de Saint-Malo qui disparaît chaque année. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Et puis des problèmes de stress ou de fatigue qu'il faut prendre en compte. Nous, ce qu'on voit au Forum, c'est qu'il y a également des aspirations qui ne sont pas prises en compte. Quand on essaie de penser le futur, quand on essaie de penser des solutions, on essaie toujours de penser les enjeux écologiques et ce que veulent les gens pour le futur, pour ne pas avoir uniquement un futur pensé sous contrainte. Et donc, ces aspirations, c'est très largement l'aspiration à pouvoir ralentir son rythme de vie, l'aspiration à pouvoir vivre davantage en proximité, donc soit à l'échelle de son quartier, pour la moitié à peu près des personnes, soit à moins de 30 minutes maximum de son logement. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et puis une aspiration à vivre dans une diversité de cadres de vie. Il n'y a pas un cadre de vie particulier qui attire plus qu'un autre. Donc on voudrait vivre certains voudraient vivre en ville, d'autres dans le périurbain, d'autres dans les petites villes moyennes, et d'autres encore dans le rural. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on rend possible ces modes de vie aujourd'hui ? De fait, les politiques publiques ne vont pas toujours dans ce sens-là. On construit toujours plus de tuyaux pour pouvoir se déplacer plus facilement. Il y a toujours une concentration des activités dans un certain nombre de métropoles. Et il y a toujours une injonction à bouger qui existe dans certains secteurs, notamment très souvent liés au travail. Donc, il faut un nouveau contrat social de la mobilité, effectivement. Et pour que ce soit possible, je pense qu'il faut proposer un vrai système alternatif qui ne mette pas les gens dans des situations impossibles. On reviendra sur les solutions possibles, mais donc merci d'avoir lancé ce sujet sur il faut un nouveau contrat de mobilité. Est-ce que, je me tourne vers vous, Jean-Michel Latte, est-ce qu'à Toulouse, on a entendu les aspirations qui ressortent dans les enquêtes menées par le Forum Vie Mobile. Est-ce que vous prenez en compte ces aspirations? Est-ce que vous entendez les mêmes aspirations de la part de vos administrés? Et quelles sont les politiques que vous mettez en œuvre justement dans le cadre aussi du dérèglement climatique? Très clairement, on ne peut pas être élu local sans entendre ses aspirations, c'est une évidence. Alors Toulouse, c'est un peu particulier parce que c'est un territoire très vaste, plus vaste que Paris. Et donc on a des difficultés à capter des populations qui sont assez éloignées de la métropole. 180 millions de déplacements par an à peu près. Un réseau qui est très diversifié, qui essaye d'aller dans la perspective que nous donne la loi LOM. La loi LOM a fait de nous des opérateurs de mobilité, alors qu'auparavant, on était des opérateurs de transport, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui fait dire que le prisme d'intervention que nous avons à mener, il s'ouvre. Il y a toujours les systèmes classiques. Nous, on a 2 lignes de métro. On a depuis un an un téléphérique qui permet de faire en 10 minutes décarboner ce qu'on faisait en 30 minutes en voiture auparavant. On a des lignes de bus rapides, on a tous les outils classiques, mais on a maintenant à travailler sur le schéma vélo, on a à travailler sur l'autopartage, on a à travailler sur énormément de sujets. Et je crois que les structures locales arrivent à amorcer le dispositif. Et je crois que le bon niveau pour que les choses soient efficaces et répondent aux interrogations qui viennent d'être faites, c'est le niveau local, parce que c'est le niveau où on peut sentir l'évolution des choses, les sentiments des choses et les perspectives. Pour autant,
et je me retourne vers le président de la commission qui a ouvert ce sujet. Localement, on aura besoin d'une aide étatique beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et on milite tous, vous le savez, pour un déplafonnement du versement transport. Je ne pouvais pas vous avoir en face de moi sans vous le dire. Et je crois que s'il n'y a pas un effort financier à la hauteur, on ne pourra pas répondre aux aspirations des gens parce qu'on n'aura pas les moyens pour le faire. Et donc je crois qu'il faut qu'on ouvre maintenant un Big Bang des transports avec la prise en compte des besoins locaux. À Paris, c'est déjà fait, tant mieux pour eux. La prise en compte des besoins locaux pour pouvoir aller vraiment au bout du bout, ou essayer d'aller au bout du bout. Alors le message est lancé. Moi j'avais cru entendre Clément Beaune qui disait qu'effectivement il y aurait des discussions avec les collectivités pour aller vers la même solution que celle qui sera mise en place en Ile-de-France. On verra. Mais en attendant, ça ne vous empêche pas de mener des politiques. Et donc vous dites, on entend ce que disent les administrés, mais est-ce que donc le Forum Vie Mobile explique qu'il faut un petit peu faire adhérer les habitants, les gens à ce qu'on leur propose. Est-ce que, par exemple, quand vous mettez en place une ZFE, est-ce qu'il y a adhésion et quels sont les différents types de politiques et d'outils que vous mettez en place, justement, pour changer un petit peu les comportements des uns et des autres? Très sincèrement, il n'y a pas adhésion. On explique à des gens qui sont déjà en difficulté de mobilité qu'ils auront encore plus de difficultés de mobilité. Et très sincèrement, est-ce qu'on a mis en place les outils qui permettent de substituer la voiture qu'on abandonne aux moyens de transport qui se développent? Pas tout à fait. Et je retombe encore sur l'exigence de mettre en place un Big Bang des mobilités. On ne peut pas développer les ZFE tranquillement sans se préoccuper de la réalité des personnes. À Toulouse, qui est perturbé par la ZFE? Ceux qui habitent en banlieue toulousaine, ceux qui souvent ont des véhicules extrêmement anciens. Et donc ce sont les personnes en difficulté à qui on rajoute la difficulté. Ils ne peuvent pas adhérer à ça. Ils ne peuvent pas adhérer, il faut être très clair. Je crois que pour avoir mené des opérations de concertation dans les quartiers, j'avais moi-même beaucoup de mal à expliquer aux personnes qui étaient en face de moi qu'elles allaient vivre de manière plus compliquée, avec des moyens qui n'étaient pas satisfaisants, et que grâce à ça, on allait mieux respirer. Et pourtant, vous le faites quand même. Donc, quelles sont les mesures qui peuvent peut-être atténuer les choses? Alors, il y a toutes les mesures classiques d'aide financière, d'accompagnement, mais la vraie aide par rapport à la ZFE, pour moi, c'est le transport public. Le jour où on a la capacité de développer un transport public efficace autour de Toulouse, le projet ZFE, il est déjà à moitié gagné. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a des personnes qui, avec la ZFE, et on a essayé d'assouplir les règles, vont se trouver exclus du dispositif sans que la réponse soit à la hauteur de l'attente de ces personnes. Alors, des transports publics à la hauteur, Bastien Soyer, d'abord, encore un mot sur le constat, parce que j'imagine que votre entreprise fait aussi pas mal d'études pour mieux comprendre les besoins, les desiderata des uns et des autres. Voilà, quels sont vos constats et comment vous pouvez répondre aux besoins de mobilité, aux besoins exprimés par les collectivités locales? Alors sur le constat, il y a un premier élément qui est assez clair, c'est qu'il y a un avant-Covid, un après-Covid, et ça, il y a pas mal d'études qui le montrent. Notamment, il y a un effet télétravail, donc on a pas mal d'actifs, ceux qui travaillent dans le secteur des bureaux, qui restent chez eux, et donc on perçoit ça dans les transports publics, en particulier à l'heure de pointe. Le lundi, le vendredi, donc c'est des moments où ils vont pas mal travailler de chez eux. On a eu deux autres effets du Covid. On a eu un report modal des transports publics vers le vélo et un report modal des transports publics vers la voiture. Et dans un cas, on a un report modal qui est plutôt durable, qui est le report modal des transports publics vers le vélo, pour d'assez bonnes raisons finalement. C'est-à-dire que les gens, ils ont essayé le vélo et puis ils ont trouvé que pour leur trajet domicile-travail, c'était plus pratique que les transports en commun. Et donc ça, vraisemblablement, on ne reviendra pas trop en arrière. En revanche, pour les automobilistes, il y a plutôt un retour vers les transports en commun, ce qui signifie, là, au contraire, que les transports publics, finalement, c'est une solution qui était plus satisfaisante pour eux que la voiture. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille s'attrister qu'il y ait des gens qui prennent le vélo, parce que
un transport sobre pour un transport sobre, tout va bien. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on aille chercher les parts modales de la voiture là où elles sont. Et il y a quelque chose qui est intéressant qu'on a pu relever sur une étude qu'on a réalisée récemment avec les régions de France et l'IFOP, et qui rejoint tout à fait ce que Tom Dubois disait à l'instant, qui est qu'il commence à y avoir une espèce de désamour pour la voiture, qui s'exprime de différentes manières. Une première manière qui est que 73% des automobilistes, je parle bien des automobilistes interrogés, disent on aimerait bien prendre moins la voiture, et on a 68% qui disent on aimerait bien moins prendre la voiture et on serait prêt à prendre les transports en commun. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau, et ça va avec un ensemble de perceptions négatives en augmentation autour de la voiture, contribution des gaz à effet de serre, pollution, santé, etc. Et donc, il y a un créneau pour les transports en commun qu'il faut sans doute saisir, mais ça passe. Et ça, pour le coup, ce n'est pas une nouveauté. Et les résultats de l'étude le montrent. Plus d'offres, plus d'offres, plus d'offres. Et donc la condition, c'est ce que j'allais vous demander, on aimerait bien prendre plus ces transports publics. Donc, à quelles conditions? Plus d'offres. Et j'imagine il y a quand même d'autres critères. C'est essentiellement l'offre. Le deuxième critère, c'est la sûreté, c'est la sécurité dans les transports. Donc faire en sorte que les gens... Alors ça ne s'exprime pas évidemment de la même manière dans tous les transports et dans toutes les zones. Évidemment, tard le soir, isolé dans un transport, ce n'est pas la même chose qu'en pleine journée, mais c'est essentiellement ces deux piliers-là qui feraient le succès et le report modal. J'imagine que c'est déjà arrivé, plus d'offres sur une ligne. Est-ce que vous avez constaté justement cet effet report modal? L'effet report modal, il s'observe. Alors, sans dévoyer quelque chose que j'avais éventuellement prévu pour plus tard, mais le report modal, il s'est exprimé par exemple de manière très forte quand on a mis en place avec la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole la ligne de car express Bordeaux-Créon. Donc Créon, c'est une ville qui est à peu près 30 km de Bordeaux, une ville de 5000 habitants. Et donc le principe, c'était d'avoir une ligne rapide entre Créon et Bordeaux et d'avoir une ligne fréquente, au quart d'heure. Et aujourd'hui, la fréquentation, elle est 2 fois plus importante que ce qui était prévu. Et les conditions du succès de la ligne, ça a été notamment de gérer l'intermodalité entre la voiture et le car, et c'est ça qui a permis l'afflux, permettre aux automobilistes de faire une première partie du trajet en voiture, prendre la ligne de car et finir sur la métropole bordelaise où éventuellement il y avait un dernier trajet avec le réseau urbain. D'accord, donc la multimodalité, ça fonctionne. Ça fonctionne tout à fait quand les conditions sont réunies. Laurent Sénéca, côté Keolis, comment repenser nos façons de nous déplacer, puisqu'on a fait un certain nombre de constats? Quelles sont les réflexions en la matière? Qu'est-ce qu'on peut pousser et comment faire? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Vaste sujet. Juste dire déjà, évidemment, plus d'offres. On ne peut être que d'accord avec ce parti pris. J'en ai dit plus d'offres fiables dans la durée, en premier lieu. C'est-à-dire que je viens de la ville qui est la capitale du temps. L'ensemble des utilisateurs des transports publics sont attachés à la ponctualité, mais je peux vous dire qu'à Besançon, c'est plus fort encore qu'ailleurs. Et en fait, il faut vraiment que le bus qui est annoncé, s'il est sur une ligne au quart d'heure ou 20 minutes, il soit vraiment présent à l'heure. Et puis, si on est sur une ligne à fréquence, il faut absolument qu'elle soit respectée de façon à ce qu'elle reste attractive. Pour prendre un exemple byzantin sur une urbain, avant qu'on puisse éventuellement parler du périurbain et des zones rurales. Oui, bien sûr, on va y venir. On a 2 lignes de tramway. D'ailleurs, je suis très heureux de retrouver M. Lattès, puisque grâce à l'énergie et puis à la capacité de s'unir, les collectivités sont quand même en capacité d'acheter des rames de tramway ensemble à un prix moindre. Et sans Toulouse, sans doute que Besançon aurait eu plus de difficultés à acheter ces quelques rames. Donc voilà, on a une ligne de tramway qui est complètement saturée et pour laquelle on attendra patiemment les prochaines rames achetées en commun avec Toulouse. Nous avons une ligne de BHNS en fait qui, lorsqu'elle fait l'objet de travaux d'aménagement subventionnés par la région et l'Europe, on imaginait que pour cette ligne qui transportait 7000 personnes par jour, on en aurait 9000. Aujourd'hui, on est à 12 000 et donc on a l'effet inverse. C'est-à-dire que l'offre étant attractive, pas seulement à l'heure de pointe, mais toute la journée, puisqu'on ne descend jamais en dessous de 7 minutes en période creuse, y compris en soirée, on était obligé d'ajouter de l'offre maintenant le samedi. Le 11 novembre dernier, nous avons craqué, puisque c'était
un samedi et que de nombreux commerces étaient ouverts. Et donc on se rend compte finalement que si l'offre est attractive tout le temps, s'il n'y a pas ce qu'on appelle chez Keolis les fameux maillons faibles, on est en capacité dans la durée de capter des personnes qui probablement auront pris un autre mode de transport. Donc c'est extrêmement important que l'offre elle soit fiable dans la durée et que quel que soit le moment où on a besoin de l'utiliser, on soit en capacité de compter dessus. Je prends un exemple ancien. J'ai dans mon parcours bossé à Reims à un moment. Je me souviens avoir été présent sur un stand quand j'étais beaucoup plus jeune et discuter avec une infirmière que nous venons de perdre et qui avait toujours utilisé à l'époque, ça s'appelait les TUR. Il n'y avait pas de tram à Reims, c'était des bus. Et je me souviens m'être rendu compte qu'elle avait une de ses amies qui venait de partir en retraite depuis 6 mois. Elle avait toujours pu bénéficier de la possibilité de faire du covoiturage avec celle-ci les rares fois où elle travaillait le dimanche, grosso modo dans son roulement à peu près une fois par mois. Et en fait, cette amie partant à la retraite, n'ayant plus la possibilité de covoiturer pour uniquement un dimanche par mois, elle avait passé le permis et elle avait une voiture. C'est-à-dire que juste pour un dimanche par mois, parce que celle qui vous emmenait, etc., finalement, vous abandonnez le transport public tout le temps, puisqu'une fois que vous avez la voiture et le permis, par définition, c'est beaucoup plus facile. En plus, malheureusement, comme vous l'avez dit, la société s'est adaptée à la voiture. On est tous dans des pavillons, des maisons individuelles. La porte du couloir donne directement dans le garage. Vous prenez une commune de 1000 habitants, même pour aller à la boulangerie, quand cette commune a la chance d'en avoir une, dans ces territoires ruraux, on finit par prendre la voiture et ne plus y aller à pied. Donc, quelque part, les États-Unis nous ont déteint dessus. Et il est temps qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Et un des sujets dont nous avons parlé pour préparer cette conférence et qui, moi, me tient très à cœur, c'est où est-ce que l'on met le curseur entre l'incitation, l'invitation, la capacité à encourager grâce à tout ce que l'on fait tous ensemble, collectivités, transporteurs, cabinets d'études, et où est-ce qu'on met à un moment ou à un autre une forme de contrainte quand même. Parce que de toute façon, on se rend compte que voilà, la Terre, elle brûle plus, quoi. Ça, c'était en 2002, à Johannesburg. Maintenant, elle brûle, elle s'envole, elle se dessèche, elle se noie. Enfin, il y a un moment ou un autre, il va falloir faire un peu plus, sans doute, que simplement avoir l'envie de mettre en place un certain nombre d'actions, de regarder si ça fonctionne, et puis de continuer même si ça ne fonctionne plus. Avant d'en venir aux contraintes, comme vous disiez, les gens sont prêts à abandonner leur voiture, mais la réalité, c'est quand même un petit peu aussi ce que vous dites. C'est-à-dire que si on a la voiture le plus près de chez soi, à la limite, les gens sont contents. On pourrait presque l'avoir en sous-temps de son lit. Voilà, ça facilite la vie. On perd l'habitude de marcher. Comment, justement, essayer d'agir sur les comportements ? Et deuxième question, en zone rurale, c'est quand même, il n'y a pas de tramway. Donc, comment on fait ? Quelles sont les solutions efficaces que peut proposer un opérateur de transport public ? Alors pour le coup, en zone rurale comme en zone urbaine, il faut vraiment avoir un bouquet de services. C'est ce que l'on défend tous dans toutes les collectivités, quels que soient les groupes. Et il faut qu'on soit en capacité, quelle que soit l'heure de la journée ou le jour de la semaine, de pouvoir avoir une solution. Et tantôt, si on prend un VLS, si on va à pied, si on prend le bus ou le tram, peu importe, l'essentiel c'est que, quelque part, l'autorité organisatrice de mobilité, avec le concours de son délégataire ou de ses délégataires, soit en capacité en fait, de proposer un bouquet de services qui répondent à la majeure partie des aspirations. En milieu urbain, j'ai envie de dire, c'est quand même relativement facile. Il reste encore le sujet du stationnement derrière, qui est quand même un des leviers importants. En milieu rural, si je vous prends l'exemple de Besançon, que vous ne connaissez sans doute pas beaucoup, alors depuis ce week-end, vous connaissez mieux la Franche-Comté, puisque vous avez Lou Jean Monod qui a gagné 2 fois ce week-end en biathlon, et puis une médaille qu'on n'avait pas eue depuis 10 ans en saut à ski. C'est une autre franc-comtoise. Désolé, je ne suis pas une franc-comtoise aujourd'hui, mais autant honorer le territoire d'où je viens. Ça, c'était juste pour la petite blague. 200 000 habitants, Besançon, à peu près. 120 000 sur la commune centre, 68 communes au total. Vous avez visualisé le calcul, grosso modo, on a que des communes qui sont entre 50 habitants avec plus de vaches, qui fait du bon comté, que d'habitants. Et la plus grosse commune fait 5 000 en dehors de Besançon. Dans ces communes-là, évidemment, on a encouragé le covoiturage. On a développé un service de covoiturage, la collectivité nous le demandait en 2019. Soyons clairs, aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le covoiturage. On a 500 personnes. On entend rarement ce discours. C'est une réalité. À Besançon, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Vous avez, sur l'année 2022, 500 personnes qui se sont inscrites avec une appli qu'on a quasiment tous dans le territoire. Et puis, vous avez eu 180 courses qui se sont réalisées.
Autant dire que moi, je me pose quand même la question de savoir, l'euro investi dans l'appli par la collectivité par rapport à l'usage qui en est fait réellement, est-ce qu'il faut continuer? Nous, clairement, on dit à notre collectivité non. Bon, trouvons une solution, travaillons avec des gens qui savent mieux faire, investissons de l'énergie, du temps, de l'argent ailleurs, et puis adaptons-nous et allons voir un opérateur qui sait déjà très bien faire le covoiturage, qui est retenu dans ce domaine, en l'occurrence Blablacar Daily. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que je pense que les Français sont pas prêts. Il y a une forme de contrainte en fait pour le covoiturage. Si vous conduisez et que vous avez envie de prendre quelqu'un, la voiture c'est le prolongement de la maison en fait. Donc quand vous êtes encore dans la voiture, contrairement au bus ou au tramway où tout de suite vous êtes avec plein de monde et c'est pas très agréable. Le plus souvent vous êtes debout, parfois serré même quand il n'y a pas assez d'offres. La voiture, vous êtes encore chez vous, vous écoutez votre radio, vous faites ce que vous voulez, vous passez un coup de fil. À partir du moment où vous avez même quelqu'un qui est à côté de vous, même si ça vous demande juste un tout petit détour pour aller le prendre ou juste quelques minutes de plus pour votre trajet, ça crée de l'inconfort. Il rentre dans votre bulle quelque part. C'est comme si vous l'aviez un peu à la maison. Et je pense que les Français ne sont pas trop prêts encore à cela. Ça viendra peut-être. Ils sont prêts à le faire quand c'est pour aller à un festival ou sur une longue distance, quand vous allez en voiture, en vacances, pardon. Parce que vous n'êtes pas dans la même approche du déplacement. Au quotidien, en fait, c'est pas la même nature de déplacement. Et donc du mal à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le covoiturage. Ça veut dire sans doute qu'il faut le faire autrement, avec des acteurs qui sont présents sur la longue distance en même temps que la courte distance. Et sans doute qu'un opérateur comme Keolis, sur le territoire de Besançon en tout cas, n'est pas forcément le meilleur opérateur pour faire. A contrario, il y a d'autres expériences qui sont menées. Je pense au cas de Rennes, par exemple, où c'est aussi Keolis. Excusez-moi, je prends des exemples Keolis, c'est un peu logique. Et là, pour le coup, ils ont un peu mixé le transport public et le covoiturage sur un axe, comme le font d'autres d'ailleurs. Je pense que Transdev l'a fait également, de mémoire. En fait, ça fonctionne déjà un peu mieux. Mais le un peu mieux, c'est 30 voyageurs par jour. Pour beaucoup de temps aussi d'énergie investie à la fois par la collectivité et les transporteurs. Donc je ne dis pas que je n'ai rien contre le covoiturage, il faut essayer de l'encourager, mais il ne faut pas le mettre non plus à un niveau qui est trop élevé. Je fais le rapprochement avec les P+R. On dit souvent à nos élus, on avait l'intervention de Richard Héron dans le cadre de Kéoscopie, vous savez, notre observatoire des mobilités, il n'y a pas très longtemps, et on essaie de remettre à leur juste place les choses. Il y a 6 parkings parking relais à Besançon, qui totalisent 800 places. L'usage du réseau Ginko urbain, c'est 85 000 voyages. Même si vous remplissez, si vous mettez 2 voitures pour chaque place sur les parkings, dans tous les cas, ça ne représente pas grand-chose sur vos 85 000. Et il y a une vision qui est surévaluée en fait, de la plupart des élus. Comme quand vous leur demandez combien de personnes utilisent le train à la gare Viotte de Besançon. Tous vous diront plus qu'il y a 80% de personnes qui prennent le TGV, alors que la réalité, c'est qu'il y en a 75% qui en fait utilisent le TER. Donc il faut, je pense, qu'on nourrisse ceux qui prennent les décisions pour qu'on soit en capacité de prendre les meilleures décisions. Et sur le sujet du covoiturage, je reviens au sujet de Besançon, je ne fais pas une généralité, je pense qu'il faut aussi tirer des enseignements et se dire on doit faire d'autres choses parce que dans notre milieu rural, en tout cas, le covoiturage, ça ne fonctionne pas. Alors Jean-Michel Latte, est-ce que vous avez une vision surévaluée du covoiturage? Une vision un peu différente. En fait, nous, on pense que le covoiturage marche de manière inégale. La sociologie toulousaine, elle est particulière. Grosse domination d'Airbus avec énormément de jeunes entreprises sur des populations de jeunes ingénieurs. Et là, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien parce que ce sont des gens qui sont de la génération covoiturage. Et on a de très très belles réussites sur ce maillage d'entreprises qui ont participé à notre travail, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, qui ont mobilisé leurs salariés. Et là, ça marche. Mais quand on regarde sociologiquement les choses, on s'aperçoit que ça marche très bien là, que ça marche beaucoup moins bien sur les populations âgées. Donc on a une bonne réussite domicile, transport, travail. On a par contre des zones qui restent des zones blanches pour nous où on n'a aucun développement du dispositif. Donc je serais plus équilibré, mais en soulignant quand même que le territoire toulousain est un territoire un peu particulier avec des entreprises qui ont des carnets de commandes pleins jusqu'en 2035. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs et qui permettent d'avoir une jeune population de salariés. Et côté Transdev, est-ce que vous avez quel constat? Est-ce que c'est un constat un petit peu similaire à celui fait par Keolis? Alors sur le covoiturage, effectivement, c'est des solutions qui sont pas évidentes à mettre en place et qui ne bénéficient pas nécessairement d'un très bon taux de retour, d'un très bon niveau de fréquentation. En revanche, en ce qui concerne les zones peu denses, moi je mettrais peut-être un peu l'accent sur un mode que tout le monde connaît assez bien, qui est le transport à la demande,
en fait, jusqu'à il y a quelques années, alors, ça existe depuis effectivement très longtemps, mais jusqu'à il y a peu de temps, un transport à la demande, vous le commandiez la veille pour l'avoir le lendemain. Aujourd'hui, le numérique a un peu rebattu les cartes sur deux aspects. Un, le confort client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir en général un TAD une heure avant, c'est-à-dire, enfin, on le commande une heure avant et dans l'heure, on a le transport, voire une demi-heure sur certains réseaux en fonction de l'offre. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le numérique permet un relativement meilleur taux de groupage. Ça veut dire qu'on a un petit peu plus de gens à l'intérieur du transport à la demande. Ça permet de diminuer un petit peu le coût pour les collectivités, parce qu'on le sait, s'il y a une personne à bord, le covoiturage, en moyenne, c'est autour de 25-30 euros la course. Donc c'est substantiel. Sur la couverture territoriale, il y a un bon exemple pour le coup, Transdev, qui est relativement récent sur un transport à la demande qu'on a lancé avec l'agglomération du Cotentin. L'agglo du Cotentin, c'est la 3e plus grande agglomération, intercommunalité de France en superficie, c'est 1500 km². Et sur ce territoire-là, avec la collectivité, on a réussi à mailler l'ensemble des communes. Donc il y a 126 communes, il y a un peu plus de 500 points d'arrêt. Donc ça veut dire 4-5 arrêts par commune, pas l'arrêt mairie ou l'arrêt église, il y en a un petit peu plus que ça. Et à proposer une offre de service qui couvre toute l'amplitude de la journée. 7h le matin, 19h le soir. Donc c'est pas le bouche-trou du bus qui fait sa course du matin et puis on utilise le transport à la demande uniquement pour faire l'heure creuse. Là, on a un vrai service qui fait toute la journée. C'est découpé en 12 zones, donc évidemment, vous pouvez circuler d'un point à l'autre de la zone un petit peu comme vous voulez. Et puis sinon, vous êtes en rabattement sur des lignes plus structurantes qui vont vous amener à la grosse localité, soit à Valogne, soit à Cherbourg. Et donc, on a ce premier niveau vraiment de la desserte qui permet de garder ce lien, qui permet de garder ce maillage territorial et qui permet ensuite d'aller vers des tuyaux un petit peu plus gros. Et ces tuyaux un petit peu plus gros, ils vont éventuellement aider à se passer de la voiture au moment où ça coûte cher, parce qu'on va commencer à faire des kilomètres pour se rendre à Cherbourg ou je ne sais où. Voilà. Et juste un mot encore sur le covoiturage, puisque le Forum Vimobile a récemment réalisé une étude qui a été présentée il y a quelques mois, enfin il y a très peu de temps, et je crois que ça rejoint plutôt ce que disait M. Sénéca. Oui, complètement. En fait, donc c'était une étude qui portait uniquement sur le covoiturage du quotidien, et l'idée c'était de voir sa zone de pertinence en termes de transition écologique. Les principaux résultats étaient que finalement le covoiturage par plateforme, c'était très peu de choses, mais qu'il existait quand même un covoiturage informel qui était très important et qui lui était quand même très important à encourager. Après, sur les freins au covoiturage, donc il y a les freins cognitifs, comportementaux que vous avez évoqués. Nous, ce qu'on a constaté malgré tout, c'est que étant donné l'aménagement du territoire qui a eu lieu ces dernières décennies, l'étalement de nos activités sur le territoire, les nouveaux rythmes qu'on a liés au travail ou à la manière dont on pratique nos activités au cours de la journée et de la soirée, voire de la nuit, c'est très difficile de trouver un trajet qui fait exactement point A, point B à la même heure, d'avoir des matchs. Et donc, de fait, là où ça serait le plus pertinent de faire du covoiturage, c'est-à-dire dans les zones peu denses, puisque pas d'alternative en transport collectif, c'est encore plus difficile de trouver un match. Donc on se dit que structurellement, pour avoir un effet masse, le covoiturage n'est pas aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le mieux placé. Par contre, il y a plein d'utilités au covoiturage qui sont peut-être plus sociaux, plus organisationnels, qui sont intéressants et pour lesquels ça mérite de réfléchir. Très bien, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en attendant, je voudrais vous donner la parole, Arnaud Coiffard. Alors, vous intervenez de façon un petit peu différente des autres intervenants, parce que votre but, c'est pas de réduire la mobilité, c'est peut-être plutôt de trouver de nouvelles solutions et puis d'essayer de trouver des innovations. Est-ce que, d'abord, peut-être en quelques mots, parce que tout le monde ne connaît pas forcément SNCF Connect Antech, vous pouvez nous présenter votre entreprise et après nous expliquer un petit peu sur quelles innovations vous travaillez justement pour faciliter la mobilité. Tout à fait, bonjour à tous et à toutes. Donc en un mot, SNCF Connect Tech, on est une filiale d'SNCF Voyageurs, on est la filiale, on va dire, du digital client, à la fois de la distribution, du CRM jusqu'à un certain nombre d'outils. Ça s'incarne dans deux métiers, un qui est très connu et l'autre qui l'est moins.
Celui évidemment qui est très connu, c'est l'activité de distribution sous la marque SNCF Connect, en site et en application, avec une couverture nationale et un échantillon de mode, on y reviendra tout à l'heure, que ce soit évidemment en TGV, en TER, en covoiturage, en bus, en urbain, on le détaillera, qui est assez large. Et un deuxième métier qui est un peu moins connu, mais qui est un métier d'acteur technologique, puisqu'en fait on conçoit, on développe et on maintient tout un ensemble de technologies qui sont nécessaires au fonctionnement, au bon fonctionnement en fait d'une activité de réseau de transport, et qu'on opère soit pour le compte des SNCF, soit pour la mise à disposition auprès de certains opérateurs ou évidemment de certaines AOM. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Et par rapport à ce qui a été évoqué en termes de thématiques de travail, il y a une forme de consensus quelque part autour du sujet de l'offre. Bien évidemment, nous, dans notre position, entre guillemets, l'offre, on n'y peut pas grand-chose. En revanche, nous, notre job, c'est de garantir ou à minima de favoriser cet accès à l'offre. Il y a une chose qui est de créer cette offre, il y en a une deuxième qui est de l'apporter de la manière la plus fluide et la plus simple auprès des voyageurs sur tous les territoires. Je cite un exemple sur ce sujet. On a depuis un peu plus d'1 an, et dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Airweb, commencé la distribution d'un certain nombre de titres urbains qui n'étaient pas l'ADN historique, on va dire, de ce qu'était SNCF Connect, notamment à des fins de complément de parcours, parce que, comme je l'ai dit, on couvre aujourd'hui un réseau national ou régional relativement structurant, et c'est vrai que c'est assez idiot. Globalement, on abandonne nos voyageurs et nos clients dans une partie de ces gares en les laissant un peu tout seuls, sans alternative, alors qu'il y a justement de l'offre de réseau urbain qui est disponible. Donc aujourd'hui, on distribue un peu moins d'une trentaine de villes en France, avec du format M-Ticket de manière très simple. On est capable aussi de mettre en œuvre un certain nombre de mécaniques relativement évidente. Lorsque vous arrivez, vous êtes à 5 à 10 minutes d'arriver dans une gare d'un réseau qu'on distribue, on peut vous pousser avec une notification la proposition d'aller acheter un titre du réseau local. Nous, ça nous semble en fait très complémentaire de ce que peuvent faire les AOM et les opérateurs, puisque ça cible en fait des clientèles tout à fait différentes et plutôt occasionnelles. Encore une fois, les habitants et les abonnés d'un territoire, pourquoi pas s'ils achètent sur SNCF Connect, je pense qu'ils ne nous ont pas attendus pour avoir leurs abonnements ou leurs titres. En revanche, pour tout ce qui est tourisme ou clientèle occasionnelle, il y a une vraie valeur de pousser en fait proactivement l'offre aux voyageurs et de leur offrir des solutions. Donc ça, c'est un premier axe qu'on travaille. Un deuxième, et qu'on a peu entendu peut-être dans les interventions, c'est celui, alors je vais l'appeler, c'est une catégorie un petit peu fourre-tout, mais je vais l'appeler un peu le mode de consommation du transport et de la mobilité, qui est quand même aussi quelque chose qui évolue d'ailleurs et à l'unisson d'autres secteurs industriels ou secteurs de la consommation. Je pense à différentes choses. On a lancé, vous l'avez peut-être vu, dans la région Nouvelle-Aquitaine, une offre qu'on appelle Just Go, qui est un service de post-paiement géolocalisé. Globalement, vous montez à bord, vous déclarez, vous descendez, vous déclarez que vous êtes descendu. On détecte votre tarif et surtout, on est capable d'optimiser en fin de mois en vous garantissant le meilleur tarif, sur la base évidemment des gammes tarifaires et des forfaits qui sont en place. Ça, c'est intéressant à plusieurs égards. On a parlé du télétravail, qui a changé un certain nombre de rythmes et qui peut aujourd'hui représenter un frein, notamment de la part de certaines clientèles historiquement abonnées qui se disent « est-ce qu'à 1 ou 2 jours près, je bascule entre guillemets en zone rouge et à ce moment-là, j'ai plutôt intérêt à ne pas prendre le transport ». Là, avec une solution de ce type, on leur garantit en fait la capacité à avoir le meilleur tarif quoi qu'il arrive. Et donc, on lève un frein, encore une fois, à l'usage des transports. Le deuxième exemple, qui est de nature différente, vous verrez, mais qui nous semble important aussi, en ce qui concerne notamment le financement du point de vue du voyageur de ces mobilités. On est bien sûr dans une période où le pouvoir d'achat est un thème central. On a travaillé sur tout un ensemble d'évolutions, notamment autour des moyens de paiement. On accepte le chèque vacances depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui, et ça représente une part non négligeable aujourd'hui de la consommation qui peut être faite chez nous. Et puis également tout ce qui est développement du forfait mobilité durable, à nouveau dans le cadre du domicile-travail majoritairement. Il y a tout un ensemble de cartes aujourd'hui qui se déploient sur le territoire qui permettent aux collaborateurs de se déplacer. Et ce sont des cartes aujourd'hui qu'on accepte en tant que moyen de paiement, et ce qui permet encore une fois de lever
levèrent certains freins. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, et ça faisait peut-être écho à ce que vous disiez en introduction, évidemment, il y a le sujet de l'offre, il y a le sujet de l'accès à l'offre, il y a tous les sujets qu'on a évoqués. Et puis, il y a un sujet de choix individuel, lorsque le choix est possible, encore une fois, on y reviendra, mais de choix individuel aussi des voyageurs. Et ce choix, il suppose aussi une information, et qu'elle soit la plus éclairée possible, sans tomber dans des logiques de culpabilisation des uns ou des autres, mais tout simplement en expliquant typiquement le bilan carbone d'un déplacement, en montrant un petit peu l'impact qu'ont eu les choix des uns et des autres. Là-dessus aussi, on essaie de faire un certain nombre de choses, on est loin d'avoir fini, en indiquant évidemment le CO2 lorsque vous faites une recherche d'itinéraire, ou par exemple, quelque chose que vous allez voir arriver jeudi matin, je crois, dans 2 jours, pour ceux qui ont acheté des billets sur SNCF Connect, vu qu'on est en fin d'année, c'est la période des rétrospectives, donc nous on fait notre rétrospective, et donc vous allez voir arriver votre petit bilan annuel de tous vos déplacements réalisés avec nous, du bilan carbone, avec des exemples très concrets, on l'avait un petit peu fait l'année dernière déjà, mais qui est de dire, avec tous vos déplacements par rapport à un véhicule individuel, vous avez économisé l'équivalent de X années de chauffage d'un logement. Enfin, ce sont des choses simples et on est au début de ce chemin-là, mais on pense qu'on a aussi un rôle à jouer pour donner des outils aux voyageurs pour encourager ces reports modaux. Et est-ce que justement ça encourage au report? Est-ce qu'on a une idée de l'impact de ces informations sur les voyageurs? Est-ce que vous essayez de mesurer cet impact? C'est compliqué, j'imagine. J'adorerais. Malheureusement, très franchement, c'est difficile aujourd'hui de le faire. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on est régulièrement interpellé, y compris positivement, mais en tout cas sollicité par nos clients sur ces sujets. On le voit dans nos centres de relations clients. C'est des thématiques aujourd'hui qui pèsent de plus en plus. Encore une fois, lorsqu'on a le choix et lorsqu'on a bien sûr l'alternative. Mais c'est des choses qui sont observées. En revanche, ça c'est sur la partie données. Je reviens sur le sujet de l'accès à l'offre. Quand on met à disposition la trentaine de réseaux urbains aujourd'hui sur nos plateformes, on a des chiffres qui sont assez intéressants en termes de conversion et d'usage, et donc qui permettent encore une fois de remplir les transports locaux. Alors, une question, vous avez parlé de beaucoup de cartes de paiement, une question peut-être naïve, pourquoi ne pas utiliser tout simplement sa carte bancaire, comme on peut le faire dans des pays à l'étranger, et pour le voyageur occasionnel, c'est hyper simple. On n'a pas besoin de s'embêter à aller acheter une carte, un billet. La question m'est destinée ? Oui. D'accord. Écoutez, moi c'est un petit peu difficile de vous répondre puisque je n'ai pas... Allez-y. Mais nous, à Toulouse, on a la carte bleue automatique. Quand vous prenez la navette aéroport, qui est notre navette de test, vous arrivez avec votre carte bleue, vous payez, vous passez, c'est fini. Et ça va se généraliser au réseau dans l'année qui vient. Donc c'est un système qui est très attractif. Quand on l'a testé sur la navette aéroport, on ne savait pas où on allait. Dans les 2 premières semaines, 30 à 35% des usagers utilisaient leur carte bleue. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se développer et que nous, on veut développer sur l'ensemble du territoire. Donc il n'y a pas que les États-Unis qui ont ce type de ou Londres, parce que c'est vrai que ça facilite la vie des voyageurs. Là-dessus, si Toulouse l'a sur sa navette aéroport, on l'a sur l'intégralité du réseau byzantin, urbain et interurbain. Et c'est juste assez incroyable. Ça fait 2 ans qu'on l'a lancé et c'était fait avec un industriel local, byzantin, qui s'appelle Kuba. Et 35% des voyages occasionnels sont déjà réalisés avec cela. Alors pas des tickets 1 heure, de l'ensemble des voyages occasionnels, donc, y compris ce qu'on appelle les tickets anciennement issus des carnets de 10 voyages. Et ça représente déjà dans plus de 6% de l'ensemble des voyages du réseau au quotidien. Et ce qui est assez incroyable, d'ailleurs on est en train de faire une étude avec nos amis Keolien de Lyon sur le sujet, c'est qu'en fait on n'a pas vu venir quelque chose, c'est qu'il y a quand même une forme d'induction, c'est-à-dire qu'il y a quand même une création de fréquentation. Soyons clairs, j'étais un des premiers, y compris avec Laurent Verchel que je vois dans la salle, directeur des Grands Urbains de Keolis, à penser que ça n'aurait pas cet effet-là, même si on sait très bien que faciliter l'accès, comme vous venez de le dire, à l'offre, c'est essentiel. Et là, on se rend compte qu'on a encore du mal à le mesurer et surtout à l'expliquer. Il y a quand même, on n'est pas de l'ordre de 10% de trafic supplémentaire grâce à ça, mais c'est 1, 2, 2,5% de trafic supplémentaire. Comme quoi, quand une offre de service est simple, lisible à utiliser, nécessairement, on arrive à attirer et à déclencher de la mobilité. Donc là, je rejoins Arnaud Coiffard. Ça veut dire qu'on doit encore travailler là-dessus, même si on pensait qu'on avait déjà fait beaucoup. Et j'en profite pour dire que tous les réseaux, il y en a d'autres, il n'y a pas que Londres, même si c'est le premier qui a montré la voie.
C'est en place depuis pas longtemps à Perpignan, c'est en place donc à Lyon, à Amiens, dans un certain nombre de réseaux, à Dijon en premier lieu. Et on est un peu les clubs quelque part des agglomérations qui ont déjà lancé ce fameux Open Payment. Et on a encore beaucoup à apprendre. Là, ce qu'on est en train de regarder dans l'étude qu'on mène en même temps avec Lyon, c'est quels sont les effets concrets, qu'est-ce qui a fait que la personne a utilisé ou pas, et est-ce que vraiment elle n'aurait pas utilisé le service s'il n'y a pas eu le sujet carte bancaire. Et donc, je pense que c'est vraiment, entre autres sujets, je pense, moi, que ça va devenir un standard. C'est-à-dire que les réseaux qui n'auront pas la peine de paiement dans 2 ou 3 ans seront has-been. Peut-être juste, pardon, je rebondis. La raison pour laquelle j'ai tenté d'esquiver votre question, évidemment, c'est parce qu'elle n'est pas de mon ressort en tant que distributeur, acteur technologique. Après, évidemment, comme ça l'a été dit, on voit le développement de ces solutions-là et les résultats que ça amène. Moi, j'ai quand même la conviction que ça touche aussi peut-être des cas d'usage un peu différents, vraiment dans des départs très immédiats, sur des paniers moyens, on va dire des valeurs de titres qui sont peut-être un peu plus faibles que ce que nous on peut faire en moyenne. En revanche, il y a sûrement une complémentarité, c'est le premier point. Le deuxième point, et là ça m'intéresse en tant qu'acteur technologique, non pas du paiement mais de la distribution, dans ces choix-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est le voyageur et c'est le client qui a raison. C'est-à-dire si à un moment ça génère une induction, ça génère une fluidité de parcours, nous, notre enjeu, c'est d'apporter des solutions qui permettent ça. Un autre exemple que je n'ai pas cité et qu'on opère avec la région Île-de-France, aujourd'hui on peut dématérialiser un pass Navigo ou des forfaits et donc permettre de passer tout simplement votre smartphone. Alors là, ce n'est pas la carte bancaire, c'est un smartphone, mais de passer un smartphone N-Gate, qui est une mécanique un peu différente, mais qui en termes de geste client a, je pense, la même simplicité. Et puis, pour apporter une pierre dans votre jardin, le Just to Go, c'est intéressant dans le sens où, là, pour le coup, on ne paye pas avec sa carte bancaire, mais si j'ai bien compris, le voyageur occasionnel peut bénéficier d'un tarif plus intéressant et le plus intéressant possible, ce que ne permettrait peut-être pas une carte bancaire. Alors il y a différentes, là je laisserai les utilisateurs de ces services s'exprimer. Je crois que côté Open Payment, il y a différentes mécaniques et puis de toute façon c'est des règles de gestion qui peuvent se discuter. Ce qui est certain, c'est qu'un produit comme Just Go aujourd'hui, il est en effet une de ses propositions de valeur, c'est justement la logique d'optimisation tarifaire. C'est dire aux voyageurs, si vous n'avez pas un planning de déplacement certain, voire contraint, qui vous garantisse un meilleur prix, ne vous embêtez pas avec ça, on le gère pour vous. Et ça, c'est des choses qu'on peut proposer. Ouais. Et sur quelle piste vous travaillez pour demain ? À quoi on peut s'attendre demain ? Quelles innovations ? Alors, déjà, il y a continuer ce qu'on vient d'expliquer, hein, puisque l'accès à l'offre, je pense qu'on n'en est qu'au début du chemin. Alors, il y a énormément de choses qui sont faites, et bien heureusement aussi, pas qu'avec nous. Mais il y a aujourd'hui, on le voit quand même, par différentes initiatives et différents besoins, tout un ensemble de travaux qui sont en cours pour essayer de rendre ces offres les plus interopérables possibles. Donc en tout cas, je pense que sur le sujet de l'accès à l'offre, nous, notamment sur l'urbain, et j'en profite pour le redire ici, on est plus qu'ouvert et plus que partant pour continuer d'intégrer des réseaux qui souhaiteraient travailler avec nous pour qu'on leur apporte une audience complémentaire. Ça, c'est le premier point. Il y a deux sujets supplémentaires que je voudrais rajouter. Le premier, alors c'est le gros mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est les 2 lettres IA. Voilà, c'est le nom fatidique. Sans tomber dans la tarte à la crème qu'on peut tous avoir en tête, c'est quand même des technologies qui se diffusent progressivement, alors ça prendra forcément un peu de temps, mais qui, je pense, vont changer un certain nombre de choses. Je pense notamment à tout ce qui est la relation client. On en a un peu moins parlé pour l'instant, mais lorsque vous avez aujourd'hui des complexités d'échange, de remboursement, de réclamation, qui sont des choses qui arrivent et qui peuvent être des points de douleur aussi pour certains usagers, certains clients, on a capacité aujourd'hui avec l'IA à monter en régime sur ces solutions-là. Et le deuxième point auquel l'IA peut nous aider aussi, c'est la logique de personnalisation de ce qu'on va pousser. On sait, et je pense que c'est un peu au cœur de votre sujet du contrat social, en tant que professionnel des transports, on a entre guillemets toute la France face à nous dans sa diversité de situations, de profils. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers, des spécificités. Et ces technologies doivent nous permettre demain d'essayer de personnaliser au maximum l'expérience. Et pour être très franc, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour proposer des choses qui soient applicables à votre situation familiale parce que vous voyagez toujours en groupe, soit parce que vous êtes célibataire, vous êtes plus intéressé par des voyages seuls, soit parce que vous êtes PMR et que vous avez certaines spécificités qu'on doit prendre en compte. Donc il y a tous ces sujets-là qu'on a démarrés mais sur lesquels on doit continuer à travailler. La personnalisation de la relation avec le client, j'imagine que c'est aussi un grand sujet pour
pour vous, tant Keolis que Transdev. Qu'est-ce que vous faites de ce point de vue-là pour justement peut-être aller vers plus de personnalisation? Alors, on revient sur justement l'accès aux services, au réseau, etc. Moi, je suis vraiment convaincu, pour faire le lien avec ce qu'on se disait sur le covoiturage et ce qui était dit sur le transport à la demande. Alors, chez nous, on l'appelle transport sur réservation, mais c'est la même logique. On est dans cette logique de personnalisation, justement, où on prend vraiment en compte à l'instant T, 30 minutes avant, le besoin de déplacement. On n'est plus sur la contrainte d'utiliser une ligne de transport qui est à 95% et généralement dans le périurbain ou le rural utilisé par des scolaires. Et donc, on est avec ces véhicules mobilisables, un peu le Uber du transport public de demain, en capacité d'être beaucoup plus dans la personnalisation. De la même façon, pour les services qui sont dédiés aux personnalités réduites, quelque part, on se rapproche de ce qu'on faisait auparavant uniquement pour les personnes qui avaient un handicap. Et je pense que pour tous ces services qu'on est en train de mettre en œuvre, il faut... Moi, j'essaie de le faire à Besançon, c'est pas facile, parce qu'il faut rompre avec un certain nombre d'habitudes. Avec l'aide des services de l'agglomération, on essaie de convaincre aussi les élus. J'en profite pour sur la thèse. On a du mal à quitter le dépliant toute boîte aux lettres, la campagne d'affichage, etc., parce que ça vient en soutien et que pour les élus, c'est toujours très très important. Mais ça ne fonctionne pas non plus, ou ça ne peut venir que juste en complément. Et dans le sujet, dans votre question des personnalisations, ce qui fonctionne, c'est ça demande de l'énergie, des moyens humains qualifiés en plus, qui ont des convictions. C'est presque, faut avoir la foi, quoi. Il faut aller au-devant, en fait. Il n'y a rien de mieux qui fonctionne qu'une intervention dans un amphi pour les étudiants, dans un couloir de fac quand on est au bon moment de la rentrée, de l'évolution de la vie universitaire. Oui, aller à la fête, entre guillemets, à la saucisse, le samedi, dans une commune de 2000 habitants, ça peut paraître pas adapté, mais c'est là où on les capte, les gens. C'est là où on est au-devant d'eux. Et en fait, si on est en capacité d'avoir le bon argumentaire, la bonne façon de prendre en compte leurs besoins de déplacement et de mettre en face les solutions que la collectivité propose, c'est à ce moment-là que potentiellement les gens se disent « et pourquoi je n'essaierai pas ?» C'est un peu le succès des opérations « un mois sans ma voiture ». Ça peut paraître une goutte d'eau, mais en fait, quelque part, ça permet de démontrer que c'est possible. Et puis, il y a des gens qui, derrière, continuent en fait et poursuivent. On l'a fait à Besançon, mais ça a été fait partout ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a une question quand même de conviction et de capacité à se dire il faut qu'on prenne pas, il faut pas qu'on prenne la population, il faut qu'on prenne chaque individu en fait par rapport à ses propres besoins et qu'on soit vraiment en capacité, alors tantôt par téléphone avec un bon CRM, tantôt avec un outil digital vraiment adapté, mais plus encore avec un contact humain. On a besoin d'humains, on aura toujours besoin d'humains à un moment ou à un autre pour faire en sorte qu'on soit en capacité de porter nos offres à connaissance et que les personnes choisissent en connaissance de cause. Alors, j'aimerais revenir sur les zones peu denses. Bon, il y a des questions se posent. Hein. Comment proposer les bons services à ces personnes qui sont en plus qui se déplacent forcément plutôt en voiture. Avec la hausse des coûts de l'énergie, ça peut devenir compliqué. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, Bastien Soyer ? Alors j'ai parlé largement tout à l'heure du transport à la demande, donc je ne vais pas revenir dessus. Et je pense que ça rentre aussi quand même, par contre, dans le sujet qui a été soulevé à l'instant, qui est le sujet de la personnalisation. En fait, on essaye de plus en plus aujourd'hui de faire du en même temps, mais en adaptant les moyens. C'est-à-dire que avant, on avait du transport à la demande qui était réservable par téléphone. On a gardé le téléphone. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas toutes les mêmes facilités avec les outils numériques. Donc on a décidé, par contre, on va peut-être le faire différemment. Avant, on avait peut-être un centre qui était local, et là, on va peut-être mutualiser des moyens. En revanche, on va offrir en plus l'application. Et aujourd'hui, de plus en plus, sur le transport à la demande, on a 2/3 des réservations qui passent désormais par l'application dans l'ensemble des services de transport à la demande qu'on propose, et on n'en a plus qu'un tiers qui passe par le téléphone. Et on parlait également paiement, et donc là aussi sur la personnalisation, tout le monde n'a pas de carte bleue, et donc il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est le ticket SMS. Et le ticket SMS, vous pouvez le développer évidemment, bien sûr dans les transports réguliers du quotidien, mais vous pouvez également faire ça dans du transport à la demande. Donc la combinaison des deux peut fonctionner. Et puis par ailleurs, on a aussi eu des contrats entre certaines collectivités, certains de nos clients et certains billeticiens qui rendaient difficiles les évolutions vers l'open payment, CB, et donc il y a un panel possible, notamment avec le ticket SMS, avec le M-Ticket qui a été plutôt abandonné à l'époque, mais avec le déploiement du QR code, peut-être qu'on y reviendra. Voilà un peu tous ces sujets. Et alors, modifier le comportement des habitants,
on peut aussi vouloir modifier le comportement de ses propres salariés. Est-ce que vous sensibilisez, est-ce que vos salariés sont déjà sensibilisés au transport public, ou est-ce que vous faites des démarches RSE justement pour essayer de baisser votre propre empreinte carbone? Ça, je peux vous poser la question à tous les deux, par exemple. Vous commencez ou je commence, comme vous voulez? Je finis et puis allez. Ouais, alors les enjeux, ils ont été posés. Enfin, je veux dire, tous ici, on est à peu près conscients et concernés par ce qui est en train de se passer. Donc, on va demander de plus en plus de choses à nos salariés. On va demander à nos conducteurs de faire de l'éco-conduite, de lever le pied. On va demander aux gens de s'engager. Je pense que si on ne sensibilise pas très largement, on n'y arrivera pas. Et que cette sensibilisation, cette formation, parce que moi je comprends que là on parle plutôt de ça, hein. On parle des changements de comportement, mobilité et changement climatique. Il faut de la sensibilisation en interne, pas seulement pour le COMEX, hein, pas seulement pour les gens qui sont déjà convaincus, mais vraiment pour tout le monde. Et donc, pour ça, on a fait un partenariat avec la fresque de la mobilité. Alors, pour ceux qui ont déjà fait la fresque de la mobilité, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme la fresque du climat, mais un petit peu plus fun, parce qu'il y a un jeu de rôle et on sort de là un petit peu plus regonflé. Et ça permet de donner des clés sans mettre de pression, hein. C'est à travers le jeu. On invite les gens à réfléchir. Et à changer leurs habitudes de mobilité, à comprendre les impacts de la mobilité sur l'environnement, sur le climat, hein. Ça a été rappelé, 30% des gaz à effet de serre en France, c'est les transports, c'est la mobilité. Le principe du partenariat, en fait, c'est de former en interne des animateurs chez Transdev. Et du coup, ces animateurs, ils ont la possibilité de faire des animations pour les salariés. On se forme entre nous. Ils ont également la possibilité d'aller faire des animations en extérieur. Donc ça peut être pour la semaine de la mobilité, ça peut être dans les agences commerciales, donc grand public. Et puis il y a un module entreprise qui existe également. Donc on peut aider les entreprises sur leur plan de mobilité employeur. Et il y a même une fresque collectivité. Et donc avec ce module collectivité, on peut aller travailler avec les collectivités, regarder, faire un 360, hein, puisque maintenant effectivement c'est plus les transports, c'est la mobilité dans son ensemble. Et donc voilà, sensibilisation, c'est très important et on met beaucoup d'énergie là-dessus en interne en tout cas. Et ça donne des résultats, enfin, vous pouvez les estimer, les quantifier. Alors oui, c'est encore assez récent, on a démarré au mois de mai, mais on a 25 animateurs formés en interne, on a sensibilisé 250 personnes. Notre objectif, c'est au moins 1000 en 2024, hein, sachant que on fait à peu près, on est sur un rythme de formation de 10 animateurs à peu près tous les 2 mois, donc c'est assez exponentiel et donc on a des objectifs assez élevés pour les années suivantes. Côté Keolis. Alors pour être complémentaire, parce que sur la partie sensibilisation, évidemment, on mène des actions un peu analogues à celles que mène Transdev, fort heureusement. J'ai envie de vous dire, et je vais revenir sur l'acceptabilité sociale justement, on se doit d'être exemplaire, nous déjà, employeurs. C'est-à-dire qu'avec nos propres collaborateurs, ce que l'on attend du changement de comportement de nos voyageurs, ou en tout cas des habitants du territoire, il faut déjà que nous-mêmes, on soit en capacité dans notre entreprise d'essayer d'impulser un changement. Donc on a à Keolis Besançon un plan de mobilité employeur, dans une relation partenariale avec notre autorité organisatrice. Alors c'est rigolo parce que là pour le coup on n'est pas le délégataire, on est une entreprise à part entière parmi celles qui accompagnent la collectivité. Et ce sont plein de petites choses qui permettent en fait de faire changer les comportements. Je prends un exemple très concret. On est, comme malheureusement beaucoup de dépôts au fin fond du zone industrielle lugubre. Il y avait une impasse en fait, au bout de laquelle il suffisait d'installer un passage et un escalier pour permettre de réduire de 5 à 6 minutes le temps d'accès à la station de tram. Et en plus, un passage qui était plus éclairé et moins lugubre justement que le détour qu'on faisait jusqu'à maintenant. Très clairement, une bonne partie maintenant de nos collaborateurs vont jusqu'à la station de tram à pied, notamment parce que nos 3 sites, l'agence commerciale au cœur de ville, et le site bus et le site tram sont reliés par la ligne de tramway, et que c'est plus facile pour l'employeur d'inciter à faire ces échanges dans la journée ou quand on va à une réunion en ville de prendre le tram si vous avez la capacité d'offrir un accès à peu près adapté et sécure jusqu'au tram. Ça, c'était la première action. On a mis en place du covoiturage en interne. On a acheté des vélos. Ça marche le covoiturage en interne ? Difficilement.
pour les mêmes raisons que ce que mon voisin a expliqué, le sujet du matchage des besoins, en fait, et encore plus quand on est conducteur de bus ou de tram et qu'on prend à 4h ou 5h du matin. Donc ça marche pas très bien. Je pense que tout le monde va penser que j'ai une dent contre le covoiturage maintenant, ça c'est clair, ce qui n'est pas le cas. On a acheté des vélos, donc on loue gratuitement à nos collaborateurs. On en a 10, ils le louent 6 mois. 20% d'entre eux ont acheté un vélo et continuent d'utiliser le vélo, en fait. Pas forcément tous les jours, mais ce qu'on leur explique, c'est que même s'ils viennent qu'une fois dans la semaine, au lieu de venir avec un autre mode de transport, et qu'ils sont 5 à le faire, ça fait une voiture de moins sur la route, c'est toujours ça de gagner. Et le dernier élément que nous avons mis en œuvre, et c'est là où c'est plus compliqué, c'est que nous avons enlevé 3 voitures de la flotte des véhicules de service. Ah, mon Dieu, ça c'est très compliqué quand on enlève des voitures. On a créé, on a acheté des parts dans Cities Bourgogne-Franche-Comté. On a créé une station juste devant le dépôt avec 2 véhicules, dont un utilitaire, qui sert d'ailleurs aux autres entreprises de la zone, qui progressivement commencent à l'utiliser. Mais faire changer les habitudes, ne plus avoir sa propre voiture, le magasinier qui l'utilisait une fois tous les 2 jours, hein, lui demander d'utiliser la Cities qui est de l'autre côté du grillage. Pourtant, il a une carte, c'est facile d'accès, c'est hyper facile à réserver, un peu comme ce qu'on disait sur le digital pour le TAD ou le TSR tout à l'heure. Ça, c'est compliqué. D'autant plus que potentiellement, il y a encore un autre collègue qui, lui, a encore la voiture de service à proximité sans prendre la Cities. Et c'est là, un moment ou un autre, où quand on a du mal soi-même à faire changer le comportement mobilité sur l'usage de la voiture de service, on se dit que pour les élus qui prennent des décisions, c'est quand même sacrément compliqué. Parce qu'en plus, nous, ils ne nous élisent pas à la tête de l'entreprise. Alors qu'à un moment ou un autre, pour les élus, il faut prendre des décisions qui sont impopulaires, c'est quand même compliqué. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon curseur, en fait, entre mettre en œuvre les dispositifs qui permettent de démontrer que c'est possible, que c'est jouable, que c'est facile, que ça ne change pas plus la vie que ça et que ça reste tout à fait jouable dans son quotidien quand on bosse dans une entreprise. Et la même chose, en fait, à l'extérieur pour les autres personnes, pour les autres voyageurs. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on mette quand même une petite contrainte. À Besançon, nous, on a un énorme parking entre la gare et le centre-ville qui est gratuit. Et tant qu'il y aura ce parking-là, on aura du mal à faire en sorte qu'on puisse limiter sur l'axe pénétrant pour venir jusqu'à Besançon le nombre de voitures qui prennent cet axe. Et dont tout le monde se plaint, parce que, alors je vous rassure, à Besançon, c'est 10 minutes de bouchon, ça se plaint déjà. Hein. Mais c'est toujours une question de référence. Si vous n'avez pas vécu à Lyon, à Bordeaux ou à Paris, c'est votre référence. Mais à un moment ou à un autre, je pense que tant que ce parking ne sera pas passé payant, quitte à faire une tarification qui soit adaptée en prenant en compte les résidents, les commerçants, etc., il y a un moment ou un autre, la contrainte n'existeront pas, vous continuerez à avoir des gens qui viendront en voiture. Ça sera toujours plus facile. Alors, on va parler des contraintes, mais avant, un mot sur la politique RSE de SNCF Connect and Tech. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. On a aussi beaucoup de dispositifs. Peut-être une petite particularité. Il se trouve que nous, notre cœur de métier, c'est le digital. Et ce n'est pas forcément l'objet du débat ici, mais le digital est aussi un secteur qui contribue aux émissions de carbone. Donc on a énormément d'actions et notamment de formation auprès de nos développeurs et toutes les personnes qui y travaillent pour intégrer les meilleures pratiques de développement frugal et s'assurer que chaque ligne de code qui est là est nécessaire. Et y compris aussi sur notre utilisation des leviers marketing, qui sont aussi des choses qui peuvent générer du CO2. Le deuxième point que je voulais citer, je parlais tout à l'heure du développement du FMD. Nous, on a aussi on a instauré le forfait mobilité durable directement auprès de nos collaborateurs. Alors, on est plutôt, on a 3 sites en France, à Paris, Lille et Nantes. On a des locaux qui sont généralement plutôt situés en zone dense, donc on a une utilisation des transports publics qui reste importante, notamment en région parisienne. Mais on voit que c'est un levier aussi pour un certain nombre de collaborateurs qui, même chose que vous évoquiez, sont équipés d'un vélo et en fait viennent en vélo plutôt qu'en véhicule au bureau. Alors, les contraintes, Jean-Michel Latte, est-ce qu'il faut en passer par la contrainte pour modifier les comportements ou pour valoriser ou inciter, enfin, on est dans l'incitation là, mais peut-être contraindre un peu plus ou peut-être contraindre pour moins prendre la voiture? Alors, contraindre, c'est une évidence, c'est un mot qui fait peur. Un élu, on lui dit il va falloir contraindre. Nous, on a fait la même horreur qu'à Besançon, c'est-à-dire qu'on a supprimé des voitures de service dans le dispositif pour les remplacer par des vélos électriques. On a eu 2 temps. Le temps où la contrainte a presque déclenché un mouvement de grève, et aujourd'hui, le temps où les gens nous disent mettez-nous plus de vélos électriques et supprimez d'autres voitures de service. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aperçus à l'usage
que le service qu'ils avaient était plus favorable que le service antérieur. La bagnole, il fallait la garer, le vélo, ils sont beaucoup plus mobiles, ils sentent que les choses sont plus... Alors, quand on bascule sur le citoyen, je crois que c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui ici ou ailleurs sur l'acceptabilité sociale du dispositif. Si on ne se base que sur la notion de contrainte, on va dans le mur. Il faut que le citoyen y trouve dans les politiques qu'on développe un intérêt qui ne soit pas qu'un intérêt, j'allais dire, c'est un gros mot, qui ne soit pas qu'un intérêt pour la planète, que ce soit un intérêt aussi pour son quotidien. C'est-à-dire que dans sa journée, il va sans doute se dire « Ah, peut-être que je fais du bien à ma planète », mais s'il galère toute la journée à cause des nouvelles techniques qu'on lui a imposées, à cause des nouveaux systèmes qu'on lui a imposés, on ne sera pas gagnant et ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on arrive à trouver, pour que l'acceptabilité sociale soit forte, des outils qui soient à la hauteur des outils qu'on abandonne. Le téléphérique, c'est le bon exemple. On passait d'un point à l'autre en 30 minutes en voiture. Maintenant, on passe en 10 minutes d'un point à l'autre dans un contexte décarboné. Là, je n'ai pas de plainte. Tout le monde est content, tout va bien, c'est l'outil qu'il fallait. Il y a d'autres endroits où ce sera plus difficile d'avoir cette acceptation sociale. Mais je crois qu'il faut qu'on remplace ce mot contrainte par un mot facilité, dispositif, ouverture, nouvelle possibilité. C'est là qu'on gagne, sinon on ne gagne pas. Tom Dubois, je pense que ce que vous disiez au tout début de votre intervention, vous ne souhaitez pas trop passer par la contrainte. Enfin, vous dites que ça ne marche pas forcément et qu'il faut plutôt inciter, mais comment on incite quand on demande par exemple moins de voitures si on n'a pas de solution à offrir derrière? Oui, tout à fait. Je trouve que la discussion qu'on a montre qu'il y a plein de choses qui sont faites, plein de choses super et qui vont dans le bon sens. Donc déjà, il ne faut pas penser que même si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé la solution pour répondre aux enjeux climatiques, aux aspirations, etc., il ne faut pas penser qu'on n'a rien fait. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelques points. Du côté des transports collectifs, on a trop concentré l'offre dans les centres, certainement pendant trop d'années. On a trop investi dans les lignes à grande vitesse au lieu d'investir dans les lignes du quotidien. On a trop développé la logique de concurrence entre les modes au lieu de penser la complémentarité entre les modes. Et surtout, j'en viens à la contrainte, on n'a pas suffisamment contraint l'usage de la voiture. C'est-à-dire qu'on a développé complètement une logique de concurrence entre la voiture et les transports collectifs sans se dire, à un moment, chacun sa zone de pertinence et on la favorise. Par ailleurs, du côté de la voiture, en réalité, quand on regarde, nous, au Forum Vie Mobile, on analyse un peu les politiques qui sont mises en place. Ce qu'on constate globalement, c'est que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui sont faites pour maintenir le système automobile tel qu'il existe aujourd'hui en le transformant uniquement à la marge. Le véhicule autonome, c'est une nouvelle version de la voiture, mais qui, potentiellement, peut être soit utile quand il s'agit de transport collectif, soit dangereux s'il s'agit de transport individuel. Le véhicule électrique, il est utile, mais il ne répond pas à la totalité de la question. Le covoiturage, on en a dit un mot, il peut être utile aussi, mais il n'est pas du tout à l'échelle. Et donc, du coup, nous, ce qu'on défend, c'est que déjà, il ne faut pas penser une contrainte, il ne faut pas penser, j'ai noté tout à l'heure, l'acceptabilité ou faire adhérer. Il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Il faut passer par la démocratie, demander quelles sont vos aspirations, quels sont les objectifs et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et à partir de ça, nous, ce qu'on défend en ce moment, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, et donc c'est une note un peu plus radicale que ce qu'on a raconté là, c'est un système complet alternatif à la voiture, le SAV de la voiture, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on fait pour basculer dans un monde un petit peu différent pour le futur? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les grands principes? Déjà, on arrête de penser les modes séparément. Aujourd'hui, on a trop tendance à le faire. Donc, d'ailleurs, on parle beaucoup de transport collectif et on aurait tout intérêt à parler davantage de la route. Les AOM devraient avoir la compétence de la route, 80% des kilomètres parcourus. C'est une grosse partie du problème. On arrête de penser les territoires séparément. Donc, on commence à le faire, évidemment, mais on pense encore trop offre urbaine, périurbaine et rurale. Alors qu'en réalité, quand on regarde un bassin de vie, les gens passent d'un territoire à un autre au quotidien. Mais s'il y a une rupture, hop, on prend la voiture parce que sinon, on abandonne.
Ensuite, on pense qu'il y a quelque chose de très important sur l'information voyageur. On en parlait tout à l'heure. On a trop segmenté les offres. On a créé des marques qui aujourd'hui sont très difficiles à décrypter quand on ne connaît pas parfaitement le territoire, etc. Il faut une offre qui soit beaucoup plus simple à comprendre à l'échelle nationale. Et enfin, on est face à un mur d'investissement, c'est très clair. Il faut un choc d'offres et donc il faut essayer de trouver des solutions pour limiter les coûts et agir vite. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réutiliser au maximum les infrastructures qui existent, qu'elles soient ferrées ou routières. Donc pour le ferré, quand il y en a un petit peu, on l'utilise. Pour la route, on est le pays où en Europe, on a le plus grand réseau routier par habitant, la plus grande densité de routes par habitant. Donc il faut utiliser ces routes et ce qu'on dit parfois, c'est qu'il faut socialiser la voiture, c'est-à-dire mettre plus de personnes dans chaque voiture. C'est un objectif qui est tout à fait cohérent, donc on en revient sur le covoiturage, mais l'objectif, c'est quand même pas de mettre plus de personnes dans la voiture. L'objectif numéro 1, c'est de mettre moins de voitures sur les routes. Et donc du coup, on réutilise une partie du réseau routier en le séparant, en donnant des voies aux autres modes, en donnant des voies au transport collectif, en donnant des voies à la marche, en donnant des voies au vélo, et ce, sur tous les territoires. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement au Forum Viomobile. Alors, vaste travail, vaste programme. Je vais vous proposer la parole. Est-ce que parmi vous, dans le public, vous avez des questions qui peuvent s'adresser à n'importe quel intervenant et sur n'importe quel sujet abordé ou pas encore abordé? Pas pour le moment. Bon, je vous laisse réfléchir. Ah, si je vois une main se lever. Si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question. On ne vous entend pas du tout là. Bonjour, Maximilien Spiteri. Je suis très intéressé par l'accessibilité finalement à l'électromobilité. J'avais une question qui probablement s'adresse un peu plus particulièrement à M. Sénéca et M. Soyer. Puisque finalement, en tant que représentant d'une telle entreprise comme Transdev et au niveau de Keolis, finalement, représentant d'une partie du territoire, on voit toutes sortes de véhicules aujourd'hui sur la route. Et comme le disait monsieur Dubois, 80% des trajets sont représentés par la voiture. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre ressenti par rapport à la transformation finalement de la mobilité qu'on a aujourd'hui vers une électromobilité et l'accessibilité à l'électromobilité? Moi, je veux bien prendre la réponse. Moi, et en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, le plan de décarbonation globalement des transports, qui est envisagé par l'État, repose plutôt sur du technosolutionnisme. Et ça pose un problème, donc technosolutionnisme entre guillemets, électrification, hein, pour simplifier. Essentiellement en direction de la voiture individuelle, et ça pose un problème important, c'est que on a un problème de ressources en fait. On n'est pas du tout sûr de pouvoir faire la transition de l'intégralité du parc automobile français en raison de ressources en cuivre, en nickel, en lithium. Et donc il faut réfléchir, je dirais, différemment, ou en tout cas faire des arbitrages en termes d'investissement. Et je pense massivement investir les mobilités collectives, parce que pour la voiture individuelle, on ne fera pas du 1 pour 1. Il va falloir changer. La mobilité. Donc pour moi, il y a, premier élément, travailler avant tout le report modal. On sait qu'on a des lignes de transport qui sont beaucoup plus efficaces que la voiture en termes de décarbonation. Donc il faut, encore une fois, aller chercher des automobilistes qui sont dans des voitures aujourd'hui essentiellement diesel, aujourd'hui vers éventuellement des bus thermiques, pourquoi pas, ou des trains thermiques qui ont un bon taux de remplissage. L'électrification, elle est indispensable pour décarboner, mais elle n'est absolument pas suffisante. Et en tout cas, de manière tout à fait prioritaire, il faut sans doute, en tendance, donner plus sur les mobilités collectives. Alors, comme vous avez répondu sur la question de l'électrification, j'ai envie de vous parler d'un mode électrique qui fonctionne extrêmement bien, et dont M. Dubois a parlé, c'est le train. Et je trouve qu'on l'a trop oublié. Alors, encore une fois, Franche-Comté, Suisse, on a beaucoup d'influence et on est très jaloux de ce que font les Suisses juste à côté. Le territoire du Grand Besançon, et il y en a plein d'autres qui ressemblent à ça, c'est quand même 15 gares au total.
Et je me souviens, il y a peu de temps après l'élection qui a eu lieu, l'élection municipale et l'élection de l'intercommunalité qui a suivi, j'ai eu la chance avec mon équipe d'accompagner la vice-présidente de transport, l'homologue de M. Latte, pour aller rencontrer chacun des 67 maires. Il n'y a pas une fois où dans la réunion d'une heure qui a duré avec chacun de ces maires, on n'a pas entendu parler soit de la gare qui desservait la commune du maire en question, soit de la gare qui se trouvait dans une commune juste à côté. Le sujet des gares, il est extrêmement important dans l'imaginaire français, et il est extrêmement important parce que il est tangible, il est concret, il est facile d'accès en fait. On sait où est la gare, on est sûr qu'il passera toujours au même endroit. Un bus, ça peut changer d'une année à l'autre. On modifie les réseaux pour les adapter, etc. C'est moins lisible, c'est moins facile à comprendre. Une gare, c'est important. Et si je vous prends un exemple très concret, en plus, souvent, c'est très efficace. À l'ouest de Besançon, il y a une commune qui s'appelle Saint-Vite, qui est la plus grosse commune en dehors de Besançon, qui fait 5000 habitants. Il y a 26 allers-retours par jour. Vous avez un train d'une demi-heure pour aller à Besançon. Vous mettez 9 minutes. C'est imbattable. C'est imbattable. On ne peut pas faire mieux en fait en voiture compte tenu des flux de circulation, etc. Et en plus, on a la chance d'avoir 2 collectivités, la région et Grand Besançon Métropole, qui ont fait en sorte que l'abonnement du transport public urbain, il vous permet d'utiliser à loisir en fait le TER sans surcoût. Donc c'est super. Bon, il manque juste un petit degré supplémentaire qu'ont fait nos amis de Nevers ou de Lille, c'est que pour les déplacements occasionnels, on puisse le faire aussi. Parce que quand vous êtes à Saint-Vite, vous n'avez pas forcément besoin d'aller tous les jours à Besançon et pas forcément besoin d'un abonnement. Et si vous devez y aller uniquement pour un rendez-vous médical ou une démarche administrative, l'aller-retour vous coûte 10 €. Pour un automobiliste, il a du mal, enfin, il se rend pas compte qu'en voiture c'est plus cher. Et pour lui, 10 € c'est trop cher. S'il payait le même prix qu'un abonné pour son voyage individuel, c'est-à-dire 1,40 €, probablement qu'il serait plus nombreux à utiliser le train. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je rebondis sur ce qu'a dit M. Dubois. Ce qui compte, c'est qu'il y ait moins de voitures sur les routes et donc plus d'espace aussi à partager. Les villages qui sont à côté de Saint-Vite, si les gens continuent à utiliser les voitures parce qu'il n'y a pas d'offre alternative, parce que même le covoiturage n'est pas efficace, parce qu'il n'y a pas encore de pistes cyclables, mais qui ne viennent plus qu'à Saint-Vite, qui font plus que 2 ou 3 km plutôt que d'en faire 15 ou 20, on aura déjà gagné. Il y aura déjà quelque part de la bande passante en moins dédiée à la voiture. Et on aura plus de monde dans les trains, surtout qu'il y a encore de la place dans les trains dont je vous parle en question. Donc faisons comme les Suisses. Attachons-nous à utiliser un réseau ferroviaire extraordinaire qui ne demande que d'être utilisé davantage pour des besoins locaux, et puis qui, en plus, parlera plus à tous les ruraux ou périurbains et tous les gens du territoire. Et vous avez raison de le dire, on parle trop souvent encore avec des frontières, il faut qu'on arrête de le faire, moi le premier. Et parce que là, l'électromobilité, elle existe déjà depuis très très longtemps. Bon, il y a quelques trains diesel encore, je vous l'accorde, mais ils sont majoritairement électriques. On ne prend pas assez dans nos territoires, on ne donne pas assez de place au train, et on ne fait pas en sorte suffisamment qu'on puisse le développer davantage encore pour les besoins du quotidien. Mais le réseau ferroviaire suisse bénéficie de beaucoup d'argent chaque année. Oui, alors, comme disait l'autre, l'autre, c'est bien de viser la Lune, on atterrit au moins dans les étoiles. Mais donnons-nous au moins l'ambition d'essayer de redonner de la place au train au quotidien. Parce que le train, il est facile d'accès à pied pour certains, à vélo pour d'autres, en voiture toujours, on ne s'oppose pas à la voiture. Mais sur des plus courtes distances, et in fine, il y aura moins de kilomètres voiture faits tous les jours. Merci. Y a-t-il une autre question? Alors, il y a une main qui se lève. Oui, je voulais rebondir justement sur ce qu'a dit. Vous pouvez vous présenter? Oui, Kevin Benoît. Je suis dans l'ingénierie ferroviaire. Mais donc, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Sénéca, ma question justement, elle était dans la prolongation, mais il se trouve que vos propos illustraient un peu ça. On parle de contrat social des mobilités, et c'est vrai que justement, en France, je ne sais pas, je voulais un peu votre opinion là-dessus, de manière générale, hein, pas spécialement vous, sur ces frontières qui ont été mises où la politique de mobilité est de moins en moins effectivement réfléchie en termes de métropole et de régions. Elles travaillent de plus en plus ensemble, mais c'est vrai qu'il y a encore des endroits où beaucoup de personnes habitent en dehors des métropoles et travaillent dans les métropoles, et ces flux-là, ils sont de plus en plus pris en compte. Mais au final, c'est pas forcément les populations les plus aisées, hein, puisque des fois, quand ils vivent en dehors de ville, on sait qui tout double, c'est soit des personnes un peu plus aisées, soit justement des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de vivre en ville. Donc,
Au niveau du contrat social des mobilités, je trouvais ça intéressant de se dire que là-dessus, en France, on a encore des choses selon les régions, puisque ça dépend un peu du bon vouloir de chaque collectivité, de se dire qu'il faut plus penser peut-être un peu la région la région globale. Alors après, l'Île-de-France fait un peu figure d'exception, puisque c'est la région qui est autorité organisatrice. Mais dans le reste des régions, ce n'est pas le cas pour tous les transports urbains. Donc voilà, c'est ça un peu mon propos plus illustratif. Merci beaucoup. Donc plus une remarque qu'une question. Oui, et on va prendre merci. Et on va prendre une dernière question. Bonjour, Marie-Hude Darep. Je voulais rebondir sur ce que disait Tom Dubois un petit peu avant, sur cette idée de diversification des usages de la route, et notamment pour accorder peut-être plus d'espace et d'usage au transport en commun. À quel type à quoi vous pensiez? Est-ce que vous pensiez par exemple aux cars express comme on les voit entre Aix et Marseille? À ce type de transport en commun? Merci. Oui, alors, donc pour répondre à la première question sur la question de l'échelle des AOM et du territoire, on constate qu'aujourd'hui les AOM régionales, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Il y a certains territoires qui sont encore trop éloignés d'une certaine manière de la décision, et donc qui souffrent en tout cas de ne pas être bien desservis. Nous, à l'échelle de notre SAV de la voiture, donc système alternatif, l'échelle qu'on a choisie, c'est ce qui nous semblait être le plus cohérent avec un bassin de vie, c'est le département. Donc ça ne veut pas dire que c'est le département qui doit devenir l'AOM, mais en tout cas c'est réfléchir au système alternatif à la voiture à l'échelle du département. Donc là, aujourd'hui, on est en train de dessiner et chiffrer ce système sur 7 départements. On verra ce que ça donnera, puis après on montera en généralité au niveau du coût. Et après, pour ce qui est de la division de la route, alors nous, dans le système tel qu'on l'imagine actuellement, pour l'instant, il y a une part qui serait plutôt du tram express. Donc là, on réutilise les voies ferrées qui sont disponibles ou qui pourraient être réaménagées dans les villes où il y a déjà une offre de métro ou de tram pour prolonger certaines lignes. Sinon, il y a effectivement une partie du système qui est composée de bus express ou de cars express. Je préfère parler de bus express parce que l'image du car parfois est assez négative. Disons que la différence avec le car express tel qu'on le présente habituellement, c'est que là, il s'agit de le faire sur tous les départements et pas uniquement autour d'une douzaine de métropoles, dans le prolongement des Sermes par exemple. Donc vraiment le faire sur tous les territoires. Donc effectivement, donner de l'espace à ce mode de déplacement, dans les centres comme dans les zones peu denses, un système qui soit cadencé avec des horaires élargis. L'idée, c'est quand même d'avoir la certitude de pouvoir rentrer chez soi quand on a fait un trajet dans un sens. Ensuite, il y a aussi une question de maillage cyclable. Il faut donner de l'espace au mode actif, cyclable et marchable, donc qui est différent selon les zones, où il y a plus ou moins de flux actuellement. Donc ça peut être soit des voies sur lesquelles on construit des trottoirs cyclables, soit des voies qui sont carrément dédiées, on les prend à la voiture, on les dédie à la marche et au vélo, soit des voies qu'on peut appeler des routes, des véloroutes, où on va avoir un trafic limité avec des vitesses limitées. Et puis bien sûr, ce partage, il est un petit peu différent au sein des grandes agglomérations, où on va plutôt favoriser, donner le plus de place possible à la marche, au vélo et au transport collectif, et baisser la place de la voiture drastiquement, et en dehors des agglomérations, où on va forcément laisser un petit peu plus de place à la voiture. Merci. Et je vous propose, pour finir, juste de vous donner une dernière fois la parole à tous les quatre pour un mot de conclusion autour de ce thème général qu'on a abordé ensemble pendant cette heure et demie. On peut commencer par vous, Laurent Sénéca. J'ai beaucoup parlé, donc je laisse la place aux autres. C'était un plaisir de pouvoir converser avec vous tous, avec nos points de vue variés, et puis longue vie à ce type d'événement. Merci beaucoup. Arnaud Coiffard. Non, à nouveau, merci à tous. On a, je pense, couvert énormément de sujets. Je pense qu'on voit que la solution, elle nécessitera forcément de la collaboration à tous les étages, entre évidemment les AOM, les opérateurs, le reste de l'écosystème, je pense notamment aux distributeurs, avec toujours l'ambition de rendre l'usage de nos services les plus fluides et les plus simples. C'est comme ça qu'on réussira le mieux notre mission. Bastien Soyer. Oui, puis ça fait un petit peu le lien avec les dernières questions qui viennent d'être posées. Évidemment, la route, ça reste
le premier lien de maillage des territoires. Donc le développement de l'offre ferroviaire, très certainement quand le potentiel existe. Par contre, il y a des villes moyennes qui ne sont pas équipées de gares ferroviaires, et donc il faudra conserver du bus, il faudra conserver du transport à la demande. Donc il faut également, bien sûr, penser au mode routier qui fonctionne très bien. Et les cars, c'est aussi la garantie d'avoir une place assise. Donc sur des trajets de longue distance, contrairement au bus, c'est aussi la garantie de confort. Merci beaucoup. Et donc, c'est à vous que revient le mot de la fin, Jean-Michel Latte. Moi, j'étais un peu l'élu de service dans ce plateau. Et je pense que mon collègue de Strasbourg aurait la même vision des choses que moi. Ce qui est intéressant pour un élu, c'est que les transports, c'est quelque chose qu'on voit, on voit ce qu'on fait. Et ce qu'espère un élu, c'est arriver à faire. Je crois qu'il y a beaucoup à pas faire dans ce domaine-là. Ben voilà, donc on se reverra très prochainement pour en discuter, j'espère. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre participation.